Mon nom est Brian Michara, je suis le directeur du CRISE et professeur au département de psychologie à l'UQAM. Ce matin, j'ai le grand plaisir de vous présenter le docteur Mélissa Généreux, médecin spécialiste en santé publique et professeur agrégé à l'Université de Sherbrooke. Elle présentera pendant 40 minutes et ensuite nous aurons une vingtaine de minutes pour vos questions. Sans tarder, j'invite maintenant Mélissa Généreux à commencer. Donc, merci vraiment de m'accueillir aujourd'hui. Là, je vois qu'on est quand même réunis en grand nombre, mais je vous dirais que dans la dernière année, on a beaucoup parlé de la santé mentale, un peu des idées suicidaires, et je vous dirais que d'avoir eu à préparer cette présentation-là, ça m'a permis vraiment de mettre un peu plus en lumière ou un peu plus de l'avant tout ce qu'on a pu apprendre aussi concernant spécifiquement les idées suicidaires, leur évolution au Québec et ailleurs dans le monde. Donc, dans la présentation aujourd'hui, on va faire quand même un bref survol d'abord des effets des crises en général, donc pas seulement de la pandémie, de tout type de catastrophe ou de crise, pour ensuite, bien sûr, tomber dans la notion de l'évolution des idées suicidaires lors de la pandémie de la COVID-19 au Québec tout particulièrement. Puis, je ne pourrais pas terminer la présentation sans au moins glisser quelques mots sur les stratégies et outils qui favorisent le rétablissement. Donc, je vous parlais de crise. Ça fait un an quand même que je m'efforce de le dire sur toutes les tribunes, comme quoi la pandémie, la raison pour laquelle notre équipe de recherche a décidé d'aller de l'avant dans ce projet-là, c'est qu'on considérait d'entrée de jeu que la pandémie allait avoir des effets similaires à ce qu'on peut observer à la suite d'une catastrophe, que ce soit la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic au Québec, les grandes inondations, les crues printanières qu'on a connues aussi pendant 2 grandes années, 2017-2019 au Québec, les feux de Fort McMurray aussi en Alberta et maintenant la pandémie. Et tout ça, vous voyez que ça correspond bien à la définition d'une catastrophe qui est tout simplement une perturbation de l'environnement de l'humain qui vient excéder notre capacité comme communauté à fonctionner normalement. Donc, je pense qu'on peut vraiment dire que la pandémie colle bien à cette définition-là. Et ce qui est fascinant, c'est que peu importe le type de menaces liées aux catastrophes qui sont vraiment très différents selon le type d'événement, on voit que, somme toute, il y a quand même un tronc commun, là, des stresseurs primaires qui sont vraiment associés à l'événement en tant que tel, qui vont venir perturber la santé psychologique de la population, mais aussi des stresseurs secondaires qui arrivent un peu plus à long terme et qu'il ne faut pas négliger. Donc, sans tous les nommer, je vous dirais qu'en termes de stress primaire, c'est un peu le classique, là, la peur, le sentiment d'insécurité qui est généré par la menace en tant que telle. Donc, pour la pandémie, on parle bien sûr la peur du virus, sensation d'être pris au piège, le confinement et toutes les pertes qui en découlent, hein, que ce soit les contacts sociaux, perte d'emploi, perte sur le plan humain, évidemment, pour les victimes ou les proches de victimes de COVID. Et j'en passe, j'irais même jusqu'à dire perte de sens, perte de repères au quotidien, perte d'accès à des services, hein, très important, surtout si on parle d'idées suicidaires. Donc ça, c'est majeur, mais il ne faut pas oublier qu'après ça, bon, c'est sûr que là, je mets des stresseurs secondaires liés plus à des catastrophes avec destruction des lieux physiques où on a du nettoyage, la réparation. Mais si on fait un petit peu l'analogie où on l'applique à la pandémie, on a aussi à faire de la réparation dans notre société. On a à faire des durs choix, à redéfinir notre nouvelle normalité, à apprendre à reprendre des services avec des populations qui ont été hypothéquées, qui ont développé des séquelles sur le plan du développement de l'enfant, de l'apprentissage, de la solitude extrême, des conditionnements. Donc, les défis vont être très grands pour encore plusieurs années, à mon avis. Et lorsqu'on parle de catastrophe, on parle de victimes. C'est pas un mot que j'aime beaucoup, c'est comme ça qu'on le dit dans la littérature, mais somme toute, ce qu'on veut passer comme message ici, c'est qu'on ne doit pas s'en tenir ou se limiter aux victimes directes qui ont été directement affectées par la menace en question. Donc, pour la pandémie, on pourrait penser les personnes qui ont eu la COVID et leurs proches, par exemple. Mais au-delà de ça, il y a toutes les victimes secondaires, bon, justement, les proches de ces victimes primaires-là, tertiaire, super important. Donc, tous nos intervenants, on peut entre autres passer à nos intervenants du secteur de la santé, des services sociaux, mais à mon avis, bien plus large que ça. Toutes ces personnes-là qui sont venues en aide à nos victimes sur le terrain depuis 18 mois et plus. Et les victimes périphériques, autrement dit, toute la communauté finit par être affectée d'une manière ou d'une autre lorsqu'on est exposé à un événement perturbateur. Et là, ce qui est particulièrement préoccupant,
c'est que l'événement perturbateur n'est pas localisé dans un petit village ou un endroit bien précis, mais bien sur toute la planète. Donc, ça revient à dire que toute la planète est probablement dans la catégorie minimalement de victimes périphériques. Donc, on doit être très vigilant. Et cette courbe-là, que peut-être plusieurs d'entre vous avez déjà vue, sinon, ben, ça me fait plaisir de vous la présenter. C'est une courbe qui illustre un peu l'évolution à laquelle on peut s'attendre en termes de réaction émotionnelle de la population dans un contexte de catastrophe et post-catastrophe. Et en gros, ce qu'on passe comme message par cette courbe-là, c'est que ce n'est pas un processus linéaire, ça va être un petit peu en dents de scie au fil du temps, mais c'est certainement pas dans les premières semaines qu'on s'attend à voir les pires réactions, parce qu'au contraire, dans les premières semaines, on mobilise nos stratégies d'adaptation au niveau psychologique, même au niveau physiologique, on va mobiliser nos hormones de stress. Au niveau sociologique, on va être en grande cohésion. Le mouvement des arcs-en-ciel, le mouvement des hashtags, ça va bien aller. Donc ça, c'était très présent et c'est juste normal qu'avec les mois qui ont suivi, on a senti un essoufflement, un peu une prise en compte de toutes les pertes encourues, le stress qui commence à faire son œuvre, qui s'accumule. Donc, tout ça fait en sorte qu'habituellement, c'est plus dans les mois, même les années qui suivent une tragédie, une crise, qu'on voit les réactions émotionnelles en moyenne dans la population comme étant un peu plus négatives. Et la reconstruction sur le plan psychologique peut, elle aussi, être lente. J'aurais tendance à croire qu'avec la pandémie, étant donné la durée de l'adversité chronique à laquelle on a été exposé et ce n'est pas encore terminé, on peut penser que la reconstruction va n'en être que plus longue. La bonne nouvelle, je ne veux quand même pas juste dire des choses négatives ce matin, c'est que l'être humain, fondamentalement, est quand même assez résilient. Donc, malgré toute cette adversité-là, en contexte de crise, on peut penser qu'à peu près le 3/4 de la population devrait être peu ou pas affectée des petits symptômes transitoires. À peu près un 15-20 qui pourraient développer des symptômes quand même présents, mais plus légers, que ce soit au niveau d'anxiété, dépression, insomnie. Et on va avoir une pointe là, de 3-4 en moyenne, c'est ce qui est estimé, de personnes qui vont avoir des symptômes beaucoup plus envahissants, beaucoup plus sévères, allant jusqu'à des idées suicidaires. Et justement, si on parle des types de conséquences, bien, premièrement, on est vraiment ici dans une logique de continuum. Là. Tout n'est pas noir ou blanc ou dichotomique. Donc, on peut avoir toutes sortes de manifestations sans nécessairement être atteint d'un trouble au niveau diagnostic médical. Mais chose certaine, c'est qu'au-delà du trouble de stress post-traumatique pour lequel on a tendance à faire un lien peut-être plus facile entre l'exposition au traumatisme et ce trouble-là, au-delà de ça, on peut avoir des manifestations tout simplement de détresse, plus ou moins prononcées, d'anxiété, différentes formes d'anxiété, de symptômes dépressifs, deuil compliqué, idées suicidaires et aussi, évidemment, consommation de substances. Et ça va même jusqu'à des symptômes somatiques, donc des fois des gens qui n'auront pas tant de manifestations sur le plan psychologique, mais ça va plutôt se traduire par des symptômes physiques qui, lorsqu'on creuse un peu, s'expliquent par une perturbation sur le plan psychologique. Donc, au niveau anxiété, dépression, je vous les montre juste pour que vous sachiez un petit peu que dans nos enquêtes, nous, on a décidé de mettre l'accent beaucoup sur les symptômes d'anxiété généralisée et de dépression majeure. Donc, ce que vous voyez à l'écran, ce sont les différents symptômes qu'on a inclus dans nos échelles. Donc, la GAD-7, qui est une échelle pour monitorer les symptômes liés à l'anxiété généralisée. Donc, vous avez ici les différents symptômes, les 7 items. Inquiétude se divise en 2 sous-items, donc tendance à s'inquiéter à propos de tout et des inquiétudes qui sont difficiles à contrôler. Donc, on se reconnaît quand même bien là, lorsqu'on pense à quelqu'un qui souffre d'anxiété généralisée. Et pour la dépression, ça peut se manifester encore une fois par une kyrielle de symptômes allant des problèmes d'appétit, de sentiments de culpabilité, problèmes de sommeil, évidemment tristesse, perte d'intérêt et encore une fois des idées noires. Ici, je prends la peine quand même de juste bien préciser que dans idées noires, la question qu'on pose dans notre échelle, qui est le PHQ-9, qui est quand même une échelle assez utilisée, entre autres en clinique, mais aussi en recherche pour dépister la dépression majeure, ce qu'on demande aux gens, c'est au cours des 2 dernières semaines, as-tu pensé que tu serais mieux mort ou as-tu songé à mourir ou à te faire du mal? Donc, tu sais, c'est vraiment pas nécessairement spécifiquement vouloir se suicider, mais quand même penser qu'on serait mieux mort ou avoir pensé à se faire du mal. Donc, ça m'amène à plonger un peu plus dans l'univers de la pandémie en tant que telle.
Bon, on a déjà parlé des stresseurs en général liés aux catastrophes, mais c'est sûr que dans le cadre de la pandémie, qui dit menace biologique, transmissible, contagieuse, dit aussi pandémie, mais infodémie. Et ça, là, ça a vraiment été un constat. Dès le départ, notre équipe de recherche de l'Université de Sherbrooke, on posait l'hypothèse que la pandémie allait générer des grands stress et des grandes perturbations, mais l'infodémie, qui est l'épidémie d'information qui accompagne typiquement des crises qui impliquent des agents infectieux, l'infodémie allait, elle aussi, probablement causer beaucoup de stress, que ce soit par l'exposition à la surexposition à l'information, l'exposition à des fausses nouvelles, le fait que tout ça génère de la confusion, de la colère, de la méfiance, et même beaucoup, on voit de la polarisation ces temps-ci, depuis les derniers mois, beaucoup de polarisation dans les prises de position. Les gens sont rarement neutres, donc ça crée de la division sociale et c'est une grande source de stress. Et tout ça m'amène à dire, vu que je vais parler un petit peu plus des idées suicidaires aujourd'hui, on voulait faire un peu le point. Qu'est-ce qu'on sait là, des idées suicidaires ou peut-être plus des taux de suicide en contexte de pandémie? C'est sûr que tout ça n'est pas terminé et moi, je pense qu'on ne peut absolument pas tirer des conclusions finales. Jusqu'à présent, selon la littérature internationale, ce qu'on dit, c'est que justement, les preuves sont encore insuffisantes pour indiquer là, que la pandémie a augmenté les taux de suicide en tant que tel, mais qu'il faut vraiment suivre de près tout ça parce que ça peut varier selon évidemment le contexte, le pays, comment la situation épidémiologique va évoluer, variant, etc. Les mesures sanitaires vont-elles se prolonger encore longtemps ou pas? Nos capacités évidemment de services en santé mentale ou tous nos programmes de prévention, les mesures d'aide financière qui peuvent être un facteur de protection assez important ou un facteur de risque si ce n'est pas adapté aux besoins de la population, et tellement d'autres facteurs qui peuvent découler d'un stress occasionné par la pandémie, que ce soit des difficultés au niveau économique, je parle à l'échelle plus du pays ou du contexte plus large, des conflits politiques et des enjeux, entre autres, d'accessibilité aux moyens, là, comme on connaît tous. Quand même, ce qu'on sait, c'est que dans les pays à revenus élevés, pour le moment, comme je disais, la COVID ne semble pas associée à une augmentation du taux de suicide. Les auteurs de cette étude-là, Perkis et Hall, semblaient essayer d'expliquer l'absence d'augmentation par divers facteurs. J'ai un bémol. Moi, je pense qu'on a juste de la difficulté à expliquer pourquoi, parce que vous allez voir que lorsqu'on regarde des idées suicidaires, c'est pas mal moins reluisant. Mais bon, ce que les auteurs pensent, c'est que le fait on reconnaît rapidement le potentiel effet négatif de toutes nos mesures sanitaires, le fait que ça a été quand même assez largement reconnu que les impacts en santé mentale étaient bien présents et qu'on a essayé de toutes sortes de façons d'éponger ces impacts-là, peut-être on parle de renforcement des services en santé mentale, mais je pense aussi des approches beaucoup qui visent à réduire les stresseurs à la base au niveau financier et tout ça. Mais je patine un peu dans le sens que j'ai quand même la misère à croire que tout ça aurait été suffisant pour empêcher le suicide, alors que vous allez voir qu'au niveau des idées suicidaires et de la santé mentale en général, c'est vraiment pas si rose que ça. Donc, ces mêmes mesures-là ne semblent pas avoir été suffisantes pour maintenir un bon état de santé mentale dans la population. Donc, tout ça m'amène à dire que les idées suicidaires, c'est incontournable à monitorer, toujours, mais tout particulièrement en contexte de pandémie, parce qu'on a une situation psychologique quand même très fragile, parce qu'on est dans un prolongement de mesures sanitaires, donc un contexte d'adversité chronique et un contexte pour lequel c'est très difficile en ce moment de se projeter dans le futur. Donc, on ne connaît pas les impacts au long terme, mais sur la base des apprentissages des autres catastrophes, on peut penser que les impacts vont perdurer sur le long terme. Et on sait bien sûr que les idées suicidaires, c'est un facteur de risque majeur du suicide. Donc, le but ici, c'est de ne pas attendre de voir une hausse des taux de suicide et de plutôt réagir du moment qu'on voit qu'il y a des hausses d'idées suicidaires pour alerter rapidement les autorités d'une éventuelle crise montante et de planifier les interventions qui devraient en découler. Donc, c'est vraiment en ayant tout ça en tête qu'on a une équipe de l'Université de Sherbrooke. Je dis ça, mais on travaille avec plusieurs universités ailleurs au Canada, ailleurs dans le monde. Et ce qui est vraiment fascinant dans notre projet, c'est qu'on travaille plusieurs disciplines ensemble, les sciences de la communication, les sciences politiques, la santé publique, bien sûr. Et c'est un petit peu tout ça ensemble qui nous a amené à vouloir voir un peu ce que je disais tantôt, le rôle de la pandémie, mais aussi de l'infodémie. Comment
dans ce contexte-là un peu large et complexe, comment la population allait répondre sur le plan psychologique et aussi sur le plan comportemental à la pandémie. Et on s'est dit que ce serait intéressant de voir un peu est-ce que la population québécoise, canadienne réagit comme celle des autres pays, par exemple. Donc, on tenait à aller questionner dans les autres pays. Donc, vraiment, brièvement, on a fait plusieurs choses et je ne peux pas vous montrer tout aujourd'hui, surtout parce qu'on est une grande équipe et on est plusieurs à travailler sur les différents volets de l'étude. Mais aujourd'hui, je vais vous parler surtout de l'axe 1, qui sont nos enquêtes populationnelles. Donc, tout simplement, c'est des enquêtes transversales répétées dans le temps, en ce sens que ce n'est pas nécessairement le même échantillon qui est suivi d'une fois à l'autre. On y va comme la plupart des études en ce moment qui ont des gros débits, des grandes tailles d'échantillons avec des panels web préexistants. Donc, par exemple, on travaille avec la firme Léger qui a un grand panel web à l'échelle du Canada d'à peu près 400 000 personnes qui est renouvelé là, constamment. Et l'idée, c'est que vu que les gens sont déjà pré-recrutés dans ces panels web-là, et des panels qui se veulent quand même le plus représentatifs possible de la population, donc à travers ces grands panels web-là, nous, on leur dit nos objectifs de taille d'échantillon et notre objectif de représentativité, et ils vont y aller vraiment par quota pour être capable d'aller chercher un nombre de femmes et hommes égales, représentatifs des différentes tranches d'âge, etc., des différents lieux de résidence, régions de résidence et tout ça. Et donc, non, ce n'est pas un échantillon probabiliste, mais je vous dirais que pour les avoir beaucoup étudiés là, dans les 2 dernières années, ça donne des résultats qui sont très semblables à ce qu'on pourrait obtenir à travers des enquêtes téléphoniques. Évidemment, nos données qu'on vous présente sont en plus de ça pondérées pour l'âge, le sexe, le lieu de résidence et la langue. Donc, des enquêtes, on en a fait plusieurs. Je ne vous présenterai pas tout aujourd'hui. Le volet international, c'est sûr, c'est toujours plus complexe. Donc, on a fait seulement 3 vraies enquêtes. Là. Les 2 premières en juin et novembre 2020 dans 8 pays. Je vais vous glisser un mot là-dessus tantôt. Et la 3e qui vient de se terminer là, le 17 octobre, on a pris seulement 3 pays. Et ça, je n'ai pas eu encore le temps d'analyser les données. Pour l'enquête québécoise, ça, c'est comme un surplus. Donc, ça n'est pas financé par le projet original, mais c'est plutôt le réseau de santé publique qui désirait avoir un suréchantillonnage pour le Québec. Donc là, on s'est mis à faire plusieurs enquêtes québécoises en septembre, novembre 2020, février, juin, octobre 2020. Et ça, j'ai eu le temps d'analyser les données. Donc, je vais pouvoir vous présenter certains résultats dès aujourd'hui pour l'échelle du Québec. J'ai priorisé notre Québec parce que je suis médecin de santé publique aussi. Je trouvais ça quand même assez important qu'on ait ces données-là le plus rapidement possible. Donc, si on se jette dans les données internationales qui datent un petit peu plus, là, on compare juin 2020 à novembre 2020. Ne cherchez pas encore en ligne, là, je me suis permise de vous présenter des données qui, en fait, l'article est accepté, donc il est sous presse, mais il n'est pas encore publié, mais je ne vous dévoile pas tout, mais quand même juste les grandes tendances liées à cet article-là. Donc, essentiellement, ce qu'on voit, les 8 pays réunis qui sont le Canada, États-Unis, je dis pays, mais vous allez voir pays ou région, Angleterre et non pas le Royaume-Uni, la Belgique, la Suisse, Philippines, Nouvelle-Zélande et Hong Kong. Donc, ce sont nos 8 pays ou régions. Et à l'échelle de ces 8 pays-là, régions réunies, ce qu'on voit, c'est que malheureusement, en juin 2020, on se rappellera qu'on était autour de la fin de la vague 1 et novembre 2020, on était en pleine vague 2. Et on voit qu'au fil du temps, il y a eu une diminution significative des participants qui disaient n'avoir aucune idée suicidaire et une augmentation significative de ceux qui déclaraient avoir ce type de pensée-là presque tous les jours ou plus de la moitié des jours au cours des 2 dernières semaines. Donc ça, c'est vraiment l'item, un des 9 items du PHQ-9 dont je vous parlais qui vise à dépister la dépression. Donc, une des questions, c'était celle au cours des 2 dernières semaines, j'ai pensé que je serais mieux mort ou j'ai pensé à me faire du mal. Donc ça, malheureusement, on voit que déjà, dans les mois qui ont suivi le début de la pandémie, un peu à l'instar de ce que je vous ai montré avec la courbe, c'est pas au tout début de la pandémie que le pire était observable, mais vraiment, on voit là, que c'est dans les 6 mois qui ont suivi là, qu'on a vu un déclin au niveau de la santé psychologique à travers les idées suicidaires. Si on regarde les tendances par pays, peut-être tout de suite à gauche, vous voyez le Canada. Le Canada, c'est intéressant. En juin 2020, on se situait comme le pays, ou le 2e pays le plus, on va dire, entre guillemets, avantagé en termes d'idées suicidaires, là, en ce sens qu'on avait un taux d'idées suicidaires un petit peu plus faible que dans les autres pays à l'étude. Par contre, on voit qu'on a augmenté de façon significative là, entre juin et novembre 2020.
On voit que Hong Kong, pour toutes sortes de raisons, on parlait de conflits politiques, de climat quand même assez particulier, on voit qu'Hong Kong, c'est très difficile au niveau des idées suicidaires. Le seul pays c'est pratiquement, bon, je ne pense pas que c'est une amélioration significative, mais quand même, on voit que ça ne s'est pas du tout détérioré, bien au contraire, c'est aux États-Unis. Et je ne peux pas m'empêcher de faire un lien, c'est bien sûr seulement une hypothèse, mais la deuxième collecte de données s'est passée dans les 2 semaines qui ont suivi les élections présidentielles. Donc, on parle à quel point le climat politique peut influencer potentiellement la santé psychologique. On a ici certaines suggestions comme quoi les élections et les résultats qui en ont découlé ont peut-être encouragé ou donné de l'espoir à certaines personnes. Ensuite, si on regarde selon âge, sexe, c'est quand même assez intéressant de voir qu'à l'échelle de la planète, c'est vraiment pour nos femmes, les 18-24 ans, qui présentaient le plus d'idées suicidaires aux 2 vagues de mesures, donc juin et novembre. Et c'est aussi chez ce groupe d'âge-là de femmes qu'on a vu la plus grande augmentation entre les 2 vagues. Alors que chez les hommes, les niveaux les plus élevés étaient plus chez les 25-34 ans. Au niveau des 2 vagues de mesures, par contre, on a vu entre la vague 1 et la vague 2 qu'il y avait une augmentation plus importante chez les 18-24 ans. Donc, en gros, on retient de tout ça que nos jeunes adultes ont été dès le départ plus touchés par les idées suicidaires, mais sont aussi ceux chez qui la détérioration a été la plus rapide au fil du temps. Et je vais vraiment passer plus rapidement là-dessus parce que cette diapo-là dit tellement de choses et malheureusement, en 40 minutes, on ne peut pas tout regarder ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a regardé plein de facteurs de risque ou de protection, que ce soit en lien avec l'infodémie, tout ce qui est la méfiance, les fausses croyances et tout ça. On a regardé des facteurs qui sont plus reliés à la pandémie, donc le fait d'avoir eu la COVID, d'avoir vécu l'isolement, la quarantaine, le fait d'avoir été stigmatisé en lien avec la pandémie, que ce soit par notre ethnicité, entre autres être asiatique, que ce soit par notre travail, être travailleur de la santé, des choses comme ça, ou d'avoir eu la COVID en tant que telle. Bref, et on a regardé aussi des facteurs de protection plus de niveau psychologique ou social, donc des prédispositions à mieux faire face au stress. Et ce qui ressort, peut-être les 2 premiers que je voulais mettre de l'avant, c'est qu'avoir un faible sentiment de cohérence, c'est de loin le facteur qui est associé le plus aux idées suicidaires élevées. RCA, c'est ratio de cote ajusté. Donc, on peut dire autrement dit que les personnes qui ont un faible sentiment de cohérence ont environ 4 fois plus de risque ou de probabilité d'afficher des idées suicidaires comparativement à celles qui ont un meilleur sentiment de cohérence. Et le sentiment de cohérence, j'y reviendrai tantôt, mais c'est un petit peu notre prédisposition ou notre filtre à travers lequel on interprète comme individu ce qui se passe autour de nous lorsqu'on fait face à un stress. Et c'est notre façon de donner un sens à ce qui se passe, de bien comprendre ce qui se passe et sentir qu'on a les moyens, les leviers pour agir et faire face. Donc, c'est un peu une prédisposition psychologique qui joue un rôle énormément important. Et malheureusement, le deuxième, les gens qui se sont dit être victimes de stigmatisation, comme je disais, pour toutes sortes de raisons. Même les Montréalais, en général, se disaient plus victimes de stigmatisation par leur simple fait de vivre à Montréal versus ailleurs au Québec, parce qu'on sait qu'ils ont beaucoup été pointés du doigt comme étant la région, le territoire qui était le plus touché. Donc, la stigmatisation a eu un effet quand même assez pervers là, au niveau des idées suicidaires, comme on peut voir. Donc, c'était un petit survol international, mais je pense que le plus important aujourd'hui, c'est d'aller au niveau du volet québécois. Donc, ça, c'est vraiment là, des données on ne peut plus à jour. La première image que je vous montre, ce sont les différents points de mesure. Et là, j'ai mis l'accent seulement sur le sud du Québec. Donc, on parle ici de Montréal, Montérégie, Estrie, Mauricie, Laval, Lanaudière, Laurentide. Donc, on peut penser là, toutes les régions, un petit peu plus Montréal, Péry-Montréal, sud du Québec. Et ce qu'on voit, c'est que, bon, en pré-pandémie, pour les idées suicidaires sérieuses, et là, j'attire votre attention sur le fait que pour le volet québécois, on a décidé d'ajouter une question un petit peu plus précise, celle qu'on utilise habituellement dans les enquêtes de santé populationnelle. Donc, la question, c'était, avez-vous, au cours de votre vie, déjà songé à vous suicider de manière sérieuse? Et si les gens disaient oui, on leur demandait est-ce que c'était au cours des 12 derniers mois. Donc, l'idée suicidaire sérieuse ici, c'est le fait d'avoir songé à se suicider sérieusement au cours des 12 derniers mois. Et ça, on sait qu'avant la pandémie, là, dans les grands sondages de l'enquête québécoise sur la santé des populations, par exemple, c'était 2,8 si ma mémoire est bonne, donc environ 3 de la population adulte qui répondait à l'affirmative à cette question-là. Et vous voyez que par la ligne orange foncée, depuis la pandémie,
En fait, on a rajouté cette question-là seulement en novembre 2020 et maintenant, on l'a maintenu pour les 4 autres cycles de mesure. On voit qu'on se maintient plus à des niveaux de 6, même 7 dans le sud du Québec pour cette question-là. Donc, on est passé du kit au double. On voit un peu les mêmes tendances pour ce qui est des symptômes d'anxiété généralisée ou les symptômes de dépression probables ou encore le mix des deux, donc la présence de soit des symptômes d'anxiété ou de dépression, parce qu'on sait que les deux se chevauchent beaucoup. Bref, ce qu'on voit, c'est qu'on est à des niveaux absolument élevés et un petit peu à l'instar de la courbe que je vous montrais tantôt, on voit que ce n'est pas nécessairement en juin 2020 ou dans nos premiers points de mesure que la situation était la plus déplorable. On voit vraiment que dans l'automne, hiver 2020-2021, ça a été particulièrement difficile. Bon, ça, j'étais plus ou moins surprise. Je vous dirais que nos données d'octobre, celles qu'on vient de mesurer là, du 1er au 17 octobre, me fatigue un petit peu parce qu'on a quand même 10 000 adultes québécois qui nous disent avoir 1 sur 5 parmi ces 10 000-là qui nous disent quand même avoir un cumul de symptômes qui correspondent à un trouble, soit d'anxiété généralisée ou une dépression majeure. 22 c'est quand même énorme. Et on a quand même 7 de la population adulte qui nous dit toujours avoir des idées suicidaires sérieuses. Et si maintenant vous voulez voir un petit peu plus à l'échelle de toutes les régions, comme je vous disais, la région de Montréal, malheureusement, vit des moments peut-être un petit peu plus difficiles en termes d'anxiété, dépression ou idées suicidaires sérieuses. Montérégie, là, on voit le plus me dire que c'est statistiquement plus élevé que le reste du Québec, mais c'est un phénomène nouveau à suivre de près parce qu'on n'avait pas cette tendance-là dans les enquêtes précédentes, là, comme celle de juin ou de février. Donc, je demeurais prudente dans l'interprétation. Et vous voyez que la ligne orange vous montre les données de notre dernière enquête en juin. Donc, somme toute, on ne peut pas parler vraiment d'amélioration notable sur aucun des points, même que pour l'idée suicidaire sérieuse, s'il y a quelque chose, c'est certainement pas une amélioration, même une légère augmentation. Donc, en gros, ce que je peux vous dire, et là, je reviens un peu avec mon concept de crise, catastrophe, pandémie, c'est que les niveaux qu'on observe actuellement d'anxiété et de dépression à l'échelle du Québec sont beaucoup plus élevés que ce qu'on pouvait observer en pré-pandémie et ils sont beaucoup plus près des niveaux qu'on a pu observer dans les mois qui ont suivi d'autres crises majeures, comme les feux de Fort McMurray. Pourquoi je prends cet exemple-là? C'est que dans cette étude-là, ils ont pris exactement les mêmes échelles de mesure que nous, donc G87 puis PHQ-9, et vous voyez qu'auprès de la population adulte, de cette communauté-là, qui, rappelons-nous, a été évacuée, a vécu un sentiment d'insécurité assez grand, a perdu sur le plan matériel. Donc, beaucoup de stresseurs quand même assez majeurs, complètement différents de ceux qu'on vit en ce moment, mais quand même majeurs. Et on voit que, somme toute, les niveaux d'anxiété probable et de dépression probable sont presque les mêmes que ceux qu'on observe 18 mois après le début de la pandémie au Québec. Donc, c'est quand même assez frappant de voir que notre population tout entière du Québec et probablement mondiale se retrouve à un niveau de morale qui s'apparente, somme toute, à ce qu'on peut voir dans des communautés durement frappées par des catastrophes plus de type environnemental aigu. Et si je reviens aux données d'octobre, donc nos plus récentes, comme je dis, c'est là c'est ce mois-ci, on a certains groupes qui semblent quand même plus affectés par les idées suicidaires sérieuses. Bon, un peu sans surprise, même si ça me fait toujours de la peine de le dire, nos jeunes enfants, nos jeunes adultes de 18-24 ans, quand même, on parle de 11 d'entre eux qui affichent des idées suicidaires sérieuses. C'est absolument énorme. Les étudiants aussi, peu importe leur âge. Les personnes sans emploi, 15 c'est très, très élevé. Personnes à faible revenu, bon, j'ai pris la tranche de revenu le plus faible qu'on avait dans l'échantillon, donc on parle de moins de 20 000 mais c'est quand même 5 de la population de notre échantillon qui correspond à un revenu de moins de 20 000 donc c'est quand même un groupe dont on doit parler, chez qui on observe aussi de très hauts niveaux d'idées suicidaires sérieuses. Et lorsqu'on se concentre sur les travailleurs, on se rend compte que certains secteurs sont davantage touchés, notamment celui hébergement-restauration. On sait que ça a été très difficile dans la dernière année pour les gens qui travaillent dans ces secteurs-là. Les gens qui travaillent dans le secteur, non pas de la santé, mais des services sociaux en général, très difficile aussi, et les commerces de détail. Donc, je pense que c'est assez révélateur de voir que les groupes les plus touchés sont ceux qui ont dû, de différentes manières, adapter leurs pratiques et voir au quotidien, constater au quotidien tous les bouleversements occasionnés par la pandémie et ont dû eux-mêmes, dans le cadre de leur vie quotidienne, intégrer tous ces changements-là et s'adapter. Ce
ce qui peut mener à une certaine fatigue et désespoir et éventuellement à des idées suicidaires sérieuses. Je voulais revenir un petit peu sur le gradient selon le revenu, parce que je trouve que c'est quand même parlant. C'est sûr que ce gradient-là, au niveau de la santé mentale et le revenu, existait déjà avant la pandémie, mais je pense qu'il est quand même un petit peu plus marqué, là, selon ce que j'ai pu voir dans d'autres études. C'est toujours difficile de comparer exactement. Ce n'est pas toujours exactement les mêmes questions qui sont posées ou les mêmes tranches de revenus, mais on voit quand même un gradient très, très prononcé et qui est à suivre de près, parce que ma crainte, c'est que ces écarts-là qui existaient déjà au niveau de la santé psychologique selon le revenu ou le statut socio-économique, que ces écarts-là n'aillent qu'en augmentant au fil du temps si on n'a pas une approche qui cible préférentiellement les gens plus défavorisés. Et le gradient selon l'âge est tout aussi marquant, comme vous pouvez voir, et ce, autant au niveau de l'anxiété, dépression que des idées suicidaires. Et justement, si on revient un peu selon l'âge, avec le goût de voir l'évolution, on a quand même plusieurs points de mesure là, depuis novembre 2020 jusqu'à aujourd'hui. Là, c'est un petit peu, je vais vous expliquer parce qu'il y a des courbes qui se chevauchent, donc ce n'est pas toujours évident à bien voir, mais la courbe orange foncé, nos 18-24 ans, ça, moi, je trouve ça personnellement inquiétant parce qu'on voit, c'est que c'était déjà élevé au début ou à la mi-pandémie, on va dire à la vague 2, mais on voit qu'ils ne font qu'augmenter en termes d'idées suicidaires sérieuses depuis, on va dire, février dernier. Donc, on est parti de quelque chose comme 7 à 9 à 11 Donc, ça, je me l'explique moins facilement, mais certainement, je suis contente que des gens puissent entendre ça et prendre conscience de ça parce qu'il faut suivre de près. Sinon, on voit que dans les autres groupes d'âge, c'est quand même un petit peu plus stable au fil du temps, même si c'est toujours quand même relativement élevé. Et dernier point par rapport à nos données, je pense que c'est fondamental qu'on ait tout ça en tête, c'est que là, ce que je vous dis, c'est qu'on a quand même une proportion importante de la population qui affiche des idées suicidaires sérieuses. On était autour de 6-7 Et parmi ces gens-là, bien, il y en a seulement la moitié, même un petit peu moins que la moitié, qui nous dit avoir cherché du soutien psychologique auprès du réseau de la santé ou d'un professionnel de la santé au cours de la dernière année. C'est quand même pas beaucoup parce que l'autre versant moins positif, c'est que finalement, il y a la moitié des gens qui n'ont pas. En fait, il y a seulement la moitié qui sont allés en chercher et l'autre moitié qui n'ont pas consulté finalement. Et lorsqu'on leur demandait le type de professionnel, il y avait médecin de famille, en ordre là, de ceux qui étaient les plus fréquentés ou consultés, psychologue, travailleur social, médecin spécialiste, évidemment plus psychiatre, ligne de soutien, prévention du suicide, entre autres, et infirmière au sens large, l'ANGMF, entre autres. Pour conclure par rapport à cette étude-là, c'est sûr qu'on parle de larges échantillons, des mêmes outils de mesure répétés dans le temps, des échantillons qui sont quand même très représentatifs, des échelles de mesure qui ont été validées, qui sont assez solides, un vaste éventail de facteurs de risque et de protection qui ont été considérés. Donc, ça, on est bien fiers de ça. C'est sûr que de notre côté, on parle d'études transversales, donc on peut tout au plus observer à l'échelle écologique d'une région ou d'un pays ou d'un groupe d'âge l'évolution, mais ce n'est pas les mêmes personnes qui sont suivies dans le temps, donc il faut faire attention à notre interprétation. Ensuite, un malaise que je ressens quand même assez profond, c'est la situation des 65 ans et plus, parce que de la façon dont nos données parlent, mon Dieu, ça a l'air à presque aller bien pour eux, alors que je ne pense pas que c'est le cas. C'est une étude qui est par panel web, enquête en ligne, donc je pense qu'on doit se rappeler que les personnes qui sont en situation de trop grande vulnérabilité, qui n'ont pas de littératie numérique, qui n'iraient jamais remplir des sondages en ligne, bien, leur voix n'est pas représentée dans ces enquêtes-là. Donc, on doit encore une fois interpréter avec prudence. Et on peut même penser à ce titre-là que les écarts qu'on vient d'observer au niveau du revenu seraient potentiellement encore plus marqués si on avait réussi à intégrer la voix des gens en grande, grande situation de vulnérabilité. Là, ce que je vous ai présenté pour octobre 2017, évidemment, mon rapport n'est pas fait, donc il n'est pas en ligne, mais pour tous les autres rapports, vous avez toute l'information au lien suivant et je crois que vous aurez accès à la présentation. Je pourrais vous la partager sans problème, donc vous aurez le lien sur le site du National Collaborating Center on Infectious Disease. Et je vois qu'il me reste encore un petit peu de temps. Je vais quand même glisser un mot sur le rétablissement, puis ça pourra juste ouvrir sur la discussion si vous voulez bien par la suite. Mais c'est peut-être cette diapo-là que je trouve la plus importante pour passer un message fort que devant toute cette anxiété, dépression et idées suicidaires-là, on pourrait vraiment être tenté de dire que la solution passe
forcément par l'ajout de ressources en santé mentale et vous ne m'entendrez jamais dire le contraire. Euh, Par contre, je veux juste qu'on ait en tête que premièrement, il y a la moitié des gens avec idées suicidaires sérieuses qui ne consultent pas. Et en passant, lorsqu'on leur demandait un peu pourquoi ils ne consultaient pas, la plupart disaient qu'ils n'étaient pas nécessairement en attente de service. Certains, oui, bien sûr, mais la plupart ne ressentaient pas le besoin. C'est comme s'ils ne reconnaissaient pas qu'ils avaient besoin d'aide ou ils n'étaient pas prêts à aller chercher ce type d'aide-là formelle. Donc, tout ça pour dire que pour moi, pour avoir une approche équilibrée, une approche populationnelle, une approche aussi préventive plutôt que seulement réactive, on doit agir à tous les paliers et on doit s'assurer d'avoir une intervention d'une intensité qui est adaptée à la situation de la personne que la personne vit. Donc, vous comprenez que d'avoir des services spécialisés en santé mentale, c'est super important pour les gens qui souffrent et vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup qui souffrent déjà, mais que dirions-nous d'avoir des services un petit peu plus dans la communauté, un petit peu plus populationnels, qui servent à, repérer plus rapidement les gens en détresse avant qu'ils soient à un niveau trop élevé de détresse, pour faire un peu de promotion de la santé mentale, prévention et diriger vers des ressources lorsque requis. Et encore plus bas dans la pyramide, renforcer le tissu social, le soutien communautaire, de manière à ce qu'on se donne les moyens d'éviter de se dégénérer trop au niveau de notre santé mentale. Et le palier le plus bas, c'est plutôt de prendre conscience dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien, qu'on soit intervenant municipal, communautaire, de la santé, qu'on travaille dans une banque ou à l'hôtel de ville comme réceptionniste ou je ne sais trop, on est tous en contact avec des individus et on peut tous, dans une certaine manière, agir en mode bienveillance et tenter d'être en mode écoute, favoriser le dialogue, montrer aux autres qui sont importants pour nous et répondre seulement aux besoins de base, donner la bonne information juste pour un peu contrer l'effet d'infodémie. Donc, finalement, c'est incroyable comment on a tous un rôle à jouer à travers nos fonctions régulières de nos différentes professions pour pouvoir aider les différents groupes de personnes à avoir une meilleure santé mentale et éviter que ça se détériore trop. Donc, je pense que je vais vraiment passer rapidement parce que j'imagine que le 40 minutes va être bientôt fini si je regarde mon heure. Mais lorsque je parlais de services de première ligne, dans ma tête, c'est pas juste des services cliniques, mais aussi un peu comme le réseau Sentinelle en prévention du suicide. On pourrait même l'élargir à un réseau de gens qui sont davantage formés, même pour des premiers secours psychologiques au sens encore plus large que repérer et venir en aide pour des gens avec des suicidaires, mais tout simplement des gens qui sont formés, formation de base pour aider à être conditionné à offrir un soutien pratique et émotionnel au quotidien, un rapport bienveillant, sans jugement dans sa relation avec l'autre. Donc, finalement, être à l'aise de dire à quelqu'un « Hey, non, ça va-tu? » Puis être à l'aise de recevoir la vraie réponse que non, ça va peut-être pas si bien que ça et sentir qu'on est quand même capable de donner un petit coup de pouce, un petit coup de main et de reconnaître les drapeaux rouges là, qui nécessitent un accompagnement vers des ressources. Donc, entre autres, dans les formations au premier secours psychologique, on nous montre qu'est-ce qu'on peut faire et surtout qu'est-ce qu'on ne doit pas faire parce qu'on dirait que quand on ne sait pas trop quoi faire, c'est là qu'on pose des petites erreurs dans les façons d'agir et vous reconnaîtrez probablement plusieurs éléments qui sont aussi conjoints avec les formations en sentinelle puisque, évidemment, à la base, c'est un peu les mêmes principes. Et d'apprendre juste à faire connaître les ressources disponibles en ligne, évidemment, les lignes de prévention du suicide ou Info Social 811, c'est la base, mais c'est incroyable comment les gens ne sont pas encore tout à fait au courant de ça. Donc, d'avoir un réseau plus large en population de gens qui sont outillés et qui connaissent ces ressources-là, à mon avis, c'est quand même assez simple comme action et ça peut porter fruit. Ensuite, le tissu communautaire, mais ça peut passer par un renforcement du sentiment de cohérence, comme je vous disais tantôt, là, qui est un peu un facteur psychologique qui nous aide à faire face au stress. Et ce sentiment de cohérence-là, ça peut se travailler par plein de choses dans la communauté ou dans les milieux de vie, que ce soit au travail, dans les écoles, des activités de loisirs municipales, mais que ce soit par des activités artistiques, culturelles, de pleine conscience, de sport, de loisirs. L'important, c'est qu'on stimule la réflexion des gens, qu'on leur donne l'occasion de prendre un petit pas de recul, de faire du ménage dans leurs idées, de prendre conscience de tout le chemin parcouru, de partager leur expérience entre eux, de sentir que finalement, ils gagnent un certain pouvoir sur leur vie. Donc, l'activité artistique culturelle est vraiment un exemple assez probant, là, comme quoi, par des activités collectives de création artistique, par exemple, on peut faire des pas de géant au niveau du sentiment de cohérence. Je vais passer ça. Puis ma dernière diapo pour les services de base, comme je disais, là, vraiment à la base des pyramides,
Est-ce qu'on peut se mettre dans une posture un peu plus de reconnaître la souffrance de l'autre, chercher juste à comprendre ce qu'il vit? Ça peut déjà faire des grandes différences, à inculquer la bienveillance dans nos rapports avec autrui. Et impliquer les gens un peu plus dans la recherche de solutions. Là, on a vu que ça s'est un petit peu perdu avec la pandémie dans une approche très gouvernementale, autorité, top-down. Donc, je pense qu'il est grand temps qu'encore une fois, qu'on renverse un peu la vapeur et qu'on implique davantage nos citoyens dans la recherche de solutions. Donc, je résume un petit peu aujourd'hui mes messages. Je pense que vous serez d'accord avec moi que plusieurs sont affectés par la pandémie. On a vu surtout nos jeunes, nos groupes défavorisés, que ces impacts-là, et incluant les idées suicidaires, pourraient se faire sentir encore des années, que notre système de santé ne peut pas être le seul responsable du rétablissement de la population. On a tous un rôle à jouer, peu importe dans quel secteur on se trouve, et qu'une approche préventive directement dans les milieux est probablement plus bénéfique ou en tout cas complémentaire à une approche clinique et qu'on doit oser réfléchir à des solutions extraordinaires étant donné la situation qui, elle aussi, malheureusement, est extraordinaire. Merci beaucoup. On a un peu de temps pour des questions. Je vous rappelle qu'il faut mettre vos questions dans le Q&A et s'il y a des personnes dans la salle après qui ont du temps, on peut prendre des questions de la salle. Je voulais juste réfléchir que je ne suis pas de même avis par rapport aux aînés. Vous savez que les aînés au Québec, dans toutes les enquêtes, ont de meilleure santé mentale et moins de problèmes de santé mentale que les autres groupes d'âge. Ils ont toujours eu un très faible taux de suicide. Donc, j'ai un peu plus confiance dans le bien-être de nos aînés au Québec, même dans le cas de la COVID. Et les jeunes ont toujours eu le plus d'idéation suicidaire, même idéation sérieuse. Mais au Québec, actuellement, les jeunes ont le plus faible taux de suicide de tous les groupes d'âge. On a plusieurs questions, quelques-uns juste de détails. Y a-t-il une raison pour laquelle ces pays ont été choisis? Il y avait une autre question, est-ce que vous avez des chiffres pour la France? On a monté le projet en février 2020, imaginez-vous donc, avant même que le mot pandémie soit prononcé, et on est allé sur la base, on voulait vraiment des pays de continents différents, de niveaux socio-économiques quand même assez différents. Donc, par exemple, la Philippine, on voulait inclure un pays d'Asie peut-être un peu plus en niveau socio-économique moins clément, des contextes aussi politiques assez différents, donc Hong Kong, États-Unis, tout ça. Puis sinon, on est allé vraiment par réseau de contacts. Là, je vous dirais que c'est des pays avec lesquels on avait beaucoup d'affinités par les expériences de catastrophes antérieures. Donc, par exemple, Nouvelle-Zélande qui ont vécu le tremblement de terre majeur Christchurch en 2010-2011, je crois. Donc, on avait déjà des liens, des bonnes relations, donc c'était plus facile de pouvoir les embarquer. Même chose avec Angleterre. J'ai beaucoup travaillé avec eux pour d'autres éléments, mais somme toute, on est content de cet équilibre-là des différentes langues représentées, différents niveaux socio-économiques, différents contextes politiques. Et c'était vraiment ça, l'esprit d'aller chercher une certaine diversité. Bien qu'on aurait voulu aussi inclure une vingtaine de pays, ça aurait été encore mieux, mais c'est vraiment toujours une histoire de ressources limitées. On n'entend pas des suicidaires sérieuses. Les idées suicidaires sont toujours sérieuses. Oui, c'est que dans le fond, pourquoi je mets l'accent là-dessus, c'est que la question du PHQ-9, le libellé, c'est juste pour qu'on comprenne que c'est deux questions différentes. Donc, il y en a une que c'est au cours des 2 dernières semaines, avez-vous pensé que vous seriez mieux mort ou pensé à vous faire du mal d'une quelconque manière? Donc, ça, on pourrait l'appeler pensée de mort ou idée noire, idée suicidaire. Tu sais, je voulais juste qu'on fasse la distinction entre ça et l'autre qui dit au cours des 12 derniers mois, avez-vous songé sérieusement à vous suicider? Mais effectivement, je pense que peu importe que quelqu'un réponde à l'affirmative à l'un ou l'autre des deux énoncés, il y a définitivement matière à se préoccuper, à vouloir prêter main forte, là, mais c'est vraiment une histoire de vocabulaire pour être. Enfin, je m'étais déjà fait reprocher qu'il n'était pas au même niveau, qu'un était, en termes de potentiel de dangerosité, peut-être un petit peu plus grand.
Et évidemment, c'est sérieux quand quelqu'un pense au suicide, mais Ben quand oui. même, je pense qu'il y a des recherches qui suggèrent que penser sérieusement au suicide est plus souvent associé significativement au comportement suicidaire que le fait de penser au suicide. La majorité des êtres humains ont pensé au suicide à un moment donné dans leur vie, particulièrement pendant l'adolescence. Mais c'est important que vous avez bien utilisé la même question au Québec pour pouvoir le comparer aux données avant la COVID, qui est très important dans cette recherche. Quelqu'un juste a manqué quelle était la taille de votre échantillon. Elle a raté ce détail. La taille d'échantillon, j'ai manqué la fin de la phrase, mais en tout cas, la taille d'échantillon, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'échelle du Québec, ça date toujours là, de quelques centaines, mais depuis novembre, c'est toujours 10 000 et plus. Ou novembre, c'est peut-être 8 500. Parce que ce qui s'est passé, c'est que en septembre, on le fait seulement sur les 7 régions du sud du Québec. Donc là, on avait plus quelque chose comme 6 000 7 000 participants. Puis, parce que le but, c'est d'avoir toujours 1 000 participants par région. Et lorsque les régions sont de moins grande taille, on va descendre à 750. Et quand les régions sont vraiment plus petites, comme je vois quelqu'un qui parle de la Gaspésie, est-ce qu'on a des données? Oui, on en a. C'est juste qu'on ne les présente pas pour la Gaspésie en tant que telle. Elles viennent influencer la grande moyenne québécoise, mais le nombre de Gaspésiens qui ont répondu n'est pas assez grand pour qu'on puisse montrer un estimé qui soit fiable. Le coefficient de variation est trop élevé. Mais bref, à partir de novembre, 8 500 répondants et en février, juin et tout récemment, octobre, on a 10 à 11 000 participants à chaque fois à l'échelle. Est-ce que nous connaissons les raisons pourquoi les gens n'ont pas consulté? Par exemple, je sais que l'accessibilité aux psychologues est difficile ou a été difficile. Les gens avaient peur d'aller en clinique ou l'hôpital à cause du virus, etc. Oui, mais moi, j'aurais vraiment pensé que c'était ça, mais il y a une fois, peut-être en février, qu'on a posé plus spécifiquement la question. Là, parmi ceux qui n'avaient pas consulté, on a isolé ceux qui, selon nous, auraient peut-être gagné à consulter, entre autres, dû à la présence d'idées suicidaires sérieuses. Et ça, je pense que notre rapport de février que j'ai mis en ligne là, sur le site du NCCID le montre dans un tableau. Mais en gros, de mémoire, c'est que la majorité des gens qui n'avaient pas consulté, mais qui auraient gagné à consulter, ils disaient « je n'en ressens pas le besoin » ou ben, je m'apprête à peut-être faire le pas. Il y avait plus une hésitation à aller chercher de l'aide. Il y a un petit pourcentage de gens qui disaient qu'ils étaient en attente de service. Donc, c'était plus la difficulté d'accès, mais la majorité de ceux qui n'étaient pas allés chercher de soins et qui auraient dû y aller, c'était plutôt ne pas ressentir le besoin ou pas être encore prêt. J'y songe, mais je n'ai pas encore lever mon téléphone ou envoyer un courriel pour prendre un rendez-vous. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas d'attente. Je fais juste vous dire que si on trouve qu'il y a beaucoup d'attente et que déjà on est débordé, imaginez si toutes ces personnes-là qui hésitent à consulter, elles aussi avaient pris la peine de se mettre en file d'attente. On peut juste penser que la situation serait pire. Est-ce que vous avez une idée comment ces chiffres comparent au pourcentage des personnes avec les idéations sérieuses qui ont consulté avant la pandémie? Est-ce que c'est différent? Non, c'est ça, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que ça reste quand même stable en cours de pandémie. C'est toujours à peu près la moitié des personnes avec idées suicidaires qui ont consulté à chaque cycle de collecte qu'on a fait au Québec. Mais comment c'était avant la pandémie? Non. Et en fait, on va se le dire, là, les enquêtes populationnelles sur la santé mentale des Québécois et Québécoises se faisaient quand même rares. Tu sais, des enquêtes pas sur un groupe ou une recherche spécifique, mais je parle des enquêtes de type EQSP, l'enquête québécoise sur la santé des populations, ou ESCC, sur la santé des collectivités canadiennes. Quand j'ai essayé de chercher des symptômes d'anxiété, dépression, ce type d'échelle-là, c'était très peu utilisé. Donc oui, il y a la question sur le suicide, mais est-ce qu'on allait jusqu'à poser des questions sur l'utilisation des services? En tout cas, moi, je ne l'ai pas. Probablement qu'il y a moyen d'aller rechercher à la base certaines données brutes et de les faire parler, mais sur le web, moi, je n'ai pas été capable de trouver quelque chose de populationnel à l'échelle québécoise. Mais si quelqu'un l'a en sa possession, je serais bien curieuse de voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a même études ou des données comparables pour les jeunes de moins de 18 ans? Oui, bien,
On le fait justement, moi, ça me trottait dans la tête parce que veut pas, si on voit que les 18-24 ans ne vont pas très bien, il y a fort à parier que nos 18-17 ans, il y a quelque chose aussi qui se passe. Donc, on le fait en janvier 2021 auprès de 16 500 jeunes âgés de 12 à 25 ans dans la région de l'Estrie et de la Mauricie, centre du Québec. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'est pas passé par questionnaire web, mais vraiment par la participation des écoles. On a une quarantaine d'écoles qui ont participé, si je me rappelle bien. De ces deux territoires-là. Et oui, je peux vous confirmer que, bien, premièrement, lorsqu'on fait un recrutement où presque tous les jeunes répondent dans les écoles, donc on a une très bonne représentativité des jeunes et des écoles, ce qu'on a constaté, c'est que les échelles d'anxiété et de dépression montraient plus des niveaux d'anxiété ou de dépression probables de 50-60% dans la population étudiante, alors qu'on se rappellera que dans nos études qui passent par les panels web, pour les 18-24 ans, on était plus autour de 40-45%. Donc, s'il y a quelque chose, notre étude sous-estimerait un petit peu, en fait, ce que je veux dire, c'est que dans les 12-25 ans, en janvier 2021, on a comparé les 18-24 ans, donc les mêmes tranches d'âge, et chez ces 18-24 ans-là, étudiants, les niveaux d'anxiété et dépression étaient encore plus élevés que ce qu'on observe dans nos études par panel web. Et chez nos 12-17 ans, c'était... Je vous dirais que les jeunes du premier cycle, là, mettons première, deuxième secondaire, on avait 35 d'anxiété dépression. Et le deuxième cycle, donc secondaire 3, 4, 5, on était déjà à 50 d'anxiété dépression. Donc, on va leur suivre. On recommence l'enquête en janvier 2022. Ça fait 3 ans qu'on fait cette enquête-là, en fait. En janvier 2020, c'était juste avant la pandémie. Donc, c'est intéressant parce que là, on a un comparable pré-pandémie et je peux vous garantir que tout ce qui est santé mentale, en tout cas du moins en Estrie, c'est fortement détérioré entre janvier 2020 et janvier 2021 et on saura bientôt ce qui se passe en janvier 2022. Il y a 2 questions sur le sentiment de cohérence. Un qui est justement de parler un peu plus de ça et la manière que les individus en relation d'aide peuvent soutenir les personnes à augmenter ce sentiment. Et une deuxième question, considérant l'importance de la cohérence comme moyen d'adaptation, la façon dont nous traitons les travailleurs de la santé non vaccinés actuellement, qui sont majoritairement des femmes, risquent d'augmenter leur détresse, pouvons-nous faire mieux? Bien, le sentiment de cohérence, j'aurais pu faire une conférence au complet là-dessus. En passant, je ne suis pas certaine que je suis passée très vite là-dessus, mais on a produit un document qui expose les stratégies pour renforcer le sentiment de cohérence en temps de pandémie. Honnêtement, si vous mettez « renforcer le sentiment de cohérence en temps de pandémie », je pense que vous allez tomber dessus. C'est en ligne, facilement accessible anglais-français. Je pourrais peut-être le mettre dans le chat tout de suite après. Mais bref, oui, définitivement, que ce soit en relation d'aide, un intervenant avec son client, son patient, ou en relation d'aide au quotidien, ou un animateur de loisirs au municipal, ou même dans les écoles, tous ces moyens ou ces milieux-là sont propices à appliquer des stratégies qui viennent renforcer le sentiment de cohérence. Un exemple de choses qu'on a fait, nous, à Lac-Mégantic, parce que j'ai une petite équipe psychosociale qui est en place depuis la tragédie et qui est toujours bien active. Ce qu'on a fait, c'est la stratégie des récits de vie. Donc, dans le fond, c'est de s'asseoir avec la personne qu'on veut aider. Et c'est vraiment simple, hein? C'est juste d'y aller en disant « Peux-tu me la raconter, toi, ta pandémie? » Peux-tu me la raconter, mais pas tant sur les faits, là, ce qui s'est passé, mais comment tu as réagi, comment tu t'es senti, comment tu as trouvé une solution, tu as réussi à faire face à ce sentiment-là peut-être désagréable. Quelle action tu as posée et qu'est-ce que tu as tiré de leçons de toute cette pandémie-là? En quoi tu as évolué? Qu'est-ce qui a changé en toi pour aider? On ne fait jamais ça, finalement, de prendre une demi-heure, 1 heure et se raconter, mettre de l'ordre dans nos idées, prendre conscience de tout le chemin parcouru et sentir que quelqu'un s'intéresse aussi à notre vécu. Donc, par une simple, grande question ouverte, pendant une demi-heure, c'est de laisser l'autre s'exprimer, faire du ménage dans ses idées. Et ça, ça a été fait à Lac-Mégantic, ça a été fait à Granby. On a un autre projet là, qui a été fait où on récit de vie, encore une fois. Et le fait de colliger tous ces récits de vie-là et de se les partager de façon évidemment anonyme, d'en faire un recueil, par exemple, qu'on redonne à la communauté, bien, non seulement ça fait du bien à la personne qui se raconte, mais ça fait du bien aux personnes qui lisent et qui prennent connaissance de ça pour eux aussi renforcer leur cohérence, comprendre qu'ils ne sont peut-être pas seuls à avoir vécu ces choses-là, renforcer leur appartenance à la communauté. Donc, je pourrais en parler longtemps, là, mais des fois, c'est revenir à la base avec des choses assez simples qui peuvent faire du bien.
J'assume que les aînés en RPA ou CHSLD n'ont pas participé à cette enquête. Il y avait une question, croyez-vous que les aînés en RPA ou CHSLD sont dit qu'ils ont eu des idées suicidaires, se sont laissés mourir, étaient isolés en perte de sang? Ces situations n'ont pas peut-être être répertoriées. Exactement, mais c'est ce que je voulais dire tantôt, que nos personnes en situation de vulnérabilité, entre autres, nos personnes âgées en CHSLD, RPA, c'est pas que c'était impossible, mais est-ce qu'on pense qu'ils font déjà partie des panels web, style des panels de léger? Tu sais, j'ai quand même l'impression qu'ils sont sous-représentés. Et ce que je voulais dire tantôt, c'est que est-ce que c'est vraiment par de la manifestation de symptômes anxieux ou dépressifs ou d'idées suicidaires qu'on verrait les plus grandes problématiques vécues par les personnes aînées? Moi aussi, je suis d'accord avec vous que plus ou moins, en fait, je suis certaine, oui, mais c'est pas. Moi, ce que je parlais, c'était surtout le déconditionnement. On a fait d'autres études auprès des intervenants qui œuvrent du service à domicile ou en RPA avec des personnes âgées un peu plus en perte d'autonomie. Et ce que les intervenants nous disent, c'est qu'ils sont excessivement inquiets du déconditionnement sur le plan cognitif et psychosocial. Donc, pas juste au niveau physique, mais le fait d'avoir été sous-stimulé au niveau des contacts sociaux, au niveau de se raconter, de partager ses souvenirs, de voir des gens. Cette sous-stimulation-là a amené une forme chez plusieurs aînés en perte d'autonomie, de déconditionnement au niveau psychosocial qui se manifeste par un certain laisser-aller, moins enclin à sortir dehors, à faire des activités, à participer socialement. Donc, ça se manifeste différemment, à mon avis, mais ça vient avec tout autant de conséquences néfastes, même si on ne l'a pas mesuré dans l'enquête que je vous ai présentée aujourd'hui. Dernière question, très vite. Est-ce qu'il est possible de glisser un petit mot au sujet de l'interprétation du pourcentage des idées suicidaires par région au Québec qui semble statistiquement plus élevé que la moyenne québécoise? Juste personnellement, j'ai remarqué que c'est plus élevé à Montréal, qui est la région du Québec qui a le plus faible taux, des plus faibles taux de suicide. C'est intéressant. Hein? Comme je vous dis, la corrélation entre idées suicidaires et taux de suicide en contexte de pandémie en ce moment n'est pas tout à fait là de façon générale. Il n'y a pas eu une hausse de taux de suicide observée, mais des idées suicidaires plus fréquentes. Donc, pour moi, c'est très, très difficile, probablement pour tout le monde, de voir est-ce que ça laisse présager une augmentation des suicides significative dans les mois et années à venir. Est-ce que, je ne sais pas. Mais chose certaine, à Montréal, la réponse psychologique à la pandémie, elle a été très difficile et pas juste en termes d'idées suicidaires, en termes d'anxiété, dépression. On a atteint des niveaux qu'on n'a jamais vus dans les autres régions du Québec. Donc, ouais, je manque de temps, mais en tout cas, il y a plein de raisons, mais je reviens sur l'infodémie. Tu sais, à Montréal, on a une population multi-langage, multi-ethnique, et ça n'a pas toujours été aussi facile de passer des messages, d'aller chercher tout le monde, de bien communiquer. Donc, il y a beaucoup de mésinformation, beaucoup de confusion, beaucoup de colère là, chez bon nombre de Montréalais qui ont peut-être moins embarqué dans cette stratégie-là nationale de communication sous format conférence de presse une fois par jour, par exemple. Donc, ça a beaucoup alimenté l'anxiété, la dépression chez eux. Alors, merci beaucoup, Mélissa Généreux. C'était vraiment fascinant et la prochaine présentation va avoir lieu dans une demi-heure à 11 heures au même endroit. À bientôt.